Question. Pourquoi la Meute ne fait jamais de colloque pour dénoncer les groupes d'extrême gauche dans nos lieux d'enseignement? Alexandre Bissonnette a été endoctriné à l'Université Laval. Le quartier général des Antifas est à l'Université Concordia. La fausse affaire du hijab coupé par un Chinois vient de l'école publique Pauline Johnson de Scarborough. Et enfin, ce colloque de Martin Geoffroy a été préparé et présenté au cégep Édouard-Montpetit. Et chaque fois, on voit la Meute se pointer sur place pour crier « C'est pas nous! C'est pas nous! » Imaginez qu'à chaque fois qu'il se produit un vol, il y a toujours un même individu qui se pointe sur place pour crier « C'est pas moi! C'est pas moi! » Désolé, mais ce gars-là serait vite questionné par la police. Mais si au contraire, il est jamais questionné par la police, mais que la police lui réserve toujours une place pour être bien en vue et bien entendu, avec un beau logo sur son t-shirt et sa casquette pour bien l'identifier. C'est pourtant bien ça qu'on voit tout le temps. Suite à ma dernière vidéo, j'ai reçu un message privé d'un des loups de la Meute. Ça veut-tu dire que la Meute travaille pour l'OTAN? Je vais donc lui répondre ici, afin que tous les autres loups comprennent aussi. Puis étant donné que je ne connais pas le numéro de sa médaille, je vais l'appeler Todor. Mon cher Todor, l'OTAN, c'est une très grosse organisation. La Meute, c'est une très petite organisation. Pour faire comparaison, utilisons une ville. L'OTAN, c'est la mairie. Puis la Meute, c'est celui qui ramasse les poubelles le mardi. La plupart du temps, les villes engagent un contractuel qui, lui, embauche des employés qui ramassent les poubelles. Est-ce que ces ramasseurs de poubelles travaillent pour la ville? Ben non. Ils travaillent pour le contractuel qui les paye. Puis toi, Todor, est-ce que la Meute te paye? Ben non. Est-ce que l'OTAN donne des contrats à la Meute? Ben non. Mais vous faites la job de l'OTAN gratuitement. Tandis que le pseudo-sociologue Martin Geoffroy, pour faire ses colloques, est très bien payé par l'État du Québec, qui agit en contracteur pour l'OTAN. C'est l'OTAN qui place ses pions dans toutes les institutions d'enseignement, dans les 27 pays européens et les 2 pays nord-américains qui le composent. J'espère que j'ai pas besoin de te dire aussi le nom de ces 2 pays nord-américains, hein, Todor? C'est donc ce réseau d'endoctrinement de l'OTAN au Québec qu'on va maintenant regarder ensemble dans cette vidéo. Pour bien le faire, je ne vais pas vous exposer tout le réseau de l'OTAN au Québec. Ce que je vais vous montrer, c'est comment il fonctionne. Car ainsi, vous saurez les reconnaître vous-même. Parce qu'eux autres, ils portent pas de symboles sur des t-shirts puis des casquettes. Puis ils font pas de parade. Un seul exemple suffit. Cet exemple, je l'ai découvert sur la page Facebook du conservateur Alain Reyes, un ancien de la CAQ, qui a partagé un petit documentaire vidéo sur Justin Trudeau, produit par le tout nouveau studio vidéo appelé 7 jours sur Terre, et qui est jumelé à la station radio Chiz de l'Université Laval de Québec. L'Université d'Alexandre Bissonnette. J'ai donc choisi mon exemple parmi les étudiants qui ont été sélectionnés pour collaborer à ce nouveau studio. Elle se nomme Ariane Caillé et elle est impliquée au Parti québécois depuis l'âge de 16 ans.
Ça fait 5 ans qu'elle est dans l'aile jeunesse du PQ. Et elle en a été la présidente de 2015 à 2017. Donc, c'est une personne qui devrait avoir, en toute logique, un intérêt et des connaissances en politique plus importantes que la moyenne. En toute logique. Nous allons donc suivre ensemble le parcours d'Ariane Caillé grâce à ses commentaires sur sa page Facebook. Mais nous allons le faire à partir de la journée de l'attentat contre la Grande Mosquée de Québec. Et puis on va clore le tout par une présentation de ses coéquipiers de 7 jours sur Terre et une lecture des curriculums de leurs chaperons externes qui guident tous leurs choix de sujets et qui les endoctrinent bien comme il faut. Voici donc, mes amis, Ariane au pays des merveilles. La fusillade à la mosquée de Sainte-Foy. Ariane écrit « J'ai pas de mots ». Une introduction ô combien pertinente, car en effet, elle a jamais les mots. Écoutez bien le niveau de conscience politique des ailes jeunesse des partis politiques au Québec. Je dis bien des partis politiques, car j'ai bien vérifié et c'est exactement la même vacuité politique dans toutes les ailes jeunesse des partis. Vous croyez qu'ils ont des discussions en profondeur, comme nous en avons, vous et moi, sur Facebook? Écoutez ça. Guillaume Ruet. Dégueulasse! C'est ça que ça donne des politiques xénophobes? Ariane Caillé. Exactement. Je n'arrive pas à y croire. Chez nous, dans nos rues, j'ai mal. Crise de haine. Flo Rousse. What the fuck? Ariane Caillé. Il y aurait des morts. Antoine Bouchard. 3 morts, selon témoin. J'espère que c'est pas l'œuvre d'un débile d'extrême droite. Antoine, ce serait préférable que ce soit un débile d'extrême gauche? Ariane Caillé. J'espère aussi. J'ai tous les sacres du monde qui me viennent en tête. Antoine Bouchard. Je me retiens. Marie-Belle Lévesque. C'est juste devant chez moi. Ariane Caillé. Oh, j'espère que vous allez bien. Incroyable que ça puisse arriver au Québec. J. Toda P. Damn! Ariane Caillé. 4 morts. Guillaume Ruet. Est-ce qu'il y a un suspect d'arrêté? Ariane Caillé. Oui. C'est tout pour le 29. Rien d'autre. Le lendemain maintenant. 30 janvier 2017. Elle commente un article de la Maison-Blanche qui cite la fusillade de Québec pour justifier ses politiques. Son commentaire. Sérieux? What the fuck? C'est tout. Mais une amie, Laurier-Pelletier, vient lui signaler un point important. Ils ont manqué l'info que le tireur était tout ce qu'il y a de plus québécois-canadien. Réaction d'Ariane. Exact. Pour vrai, là. C'est dégueulasse ce qu'ils font. Ils auraient intérêt à regarder leur nombril 2 secondes. Ah, on comprend l'ignorance profonde d'Ariane maintenant. Pour bien s'informer, elle se regarde le nombril. Pourquoi c'est elle qui a été élue présidente? Parce qu'elle est la plus ignorante. Je vous démontre ça plus loin dans la vidéo. Ah! Enfin, elle écrit un commentaire de plus de 3 lignes. Une réflexion politique, j'espère. Écoutons. 30 janvier. Les mots terrorisme et Québec, ensemble, ils résonnent encore. Ils vont résonner longtemps. Comme trop souvent, on attend la tragédie pour se réveiller. Parce qu'avant la tragédie, ce n'est pas que personne n'en parle, mais ceux qui dénoncent ne sont pas écoutés.
Parce qu'avant la tragédie, on s'autorise à croire que tout ça n'existe pas. C'est plus facile. Hey, la poète Ariane, c'est loin d'être le premier attentat terroriste au Québec. T'as déjà oublié celui des 14 femmes abattues par le misogyne Gamil Garbi? Écoutons-la. Là, nos drapeaux sont en berne. On n'a plus le choix de se poser des questions, de se remettre en question. Qui ça, on? C'est toi-même qui as dit que vous avez fait ce choix de ne pas vous poser des questions. Et maintenant tu te plains d'être obligé de t'en poser. La suite de son poème. En se drapant d'être si accueillant, on a omis de condamner l'intolérable. Les petits commentaires, les petits gestes, par-ci, par-là, ça passait. Parce qu'en faisant l'équation, on restait quand même ce beau grand peuple accueillant. Et ça effaçait tout. Ça excusait tout. Voyons, nous ça, ici, au Québec, comment ça? Aucune réflexion politique. C'est strictement un jugement moral envers tous les Québécois, en leur attribuant à tous son propre narcissisme à elle, et à l'ensemble des petits anges des ailes jeunesse de tous les partis. Ils sont tous endoctrinés à se croire des missionnaires d'un Occident moralement supérieur, dont la mission est de sauver le reste du monde, en leur apportant leur grande sagesse morale chez eux, et en accueillant chez nous ceux qui n'ont plus la force de vivre l'enfer là-bas. Mais écoutons encore Sainte Ariane. Maintenant, ce qui compte, c'est la réaction. L'action, se ressaisir. On pourra juger par la façon dont on répondra à ces actes de terrorisme. Mais qui va répondre, chère Ariane? Tu viens de dire que c'est notre faute. Et répondre à qui? C'est un Québécois qui a fait l'attentat. Ceux qui ne se sont pas posés de questions vont se répondre pour se juger eux-mêmes. C'est clair, Ariane souffre du même narcissisme que Bissonnette. Nos jeunes sont endoctrinés à adopter une attitude de supériorité morale, sans discernement, et sans même chercher à la justifier. J'exagère? Écoutez la suite. Et il ne faut pas attendre de directives ou d'apparitions quelconques. D'apparitions. La réponse, elle viendra de chacun d'entre nous. Il faudra être alerte. Il faudra être unis. Comme vous, je sais plus trop quoi penser. Je sais plus trop où on s'en va. Mais on a une certitude, celle que l'amour trompe la haine. Elle avoue ne pas savoir quoi penser, ne pas savoir où elle s'en va, n'attend aucune directive, aucune apparition. Apparition! La réponse viendra toute seule. Faut juste être alerte. Très alerte en effet, car elle dit qu'elle n'apparaîtra pas. Elle viendra sans être vue. Après avoir ainsi avoué que sa cervelle ne fonctionne plus, elle déclare avoir une certitude. L'amour trompe la haine. Dans son baragouin progressiste, il y a zéro réflexion rationnelle. C'est juste de l'émotionnel. La présidente de cette secte jeunesse a le quotient intellectuel d'un enfant de 10 ans. Et je le répète, elle a été sélectionnée précisément pour ça. 30 janvier encore, Ariane,
Elle cite Claude Villeneuve du Journal de Montréal. Oui, c'est une attaque qui visait des gens à cause de leur religion, une foi venue de pays lointains. Ce n'est pas une raison pour nier que c'est un crime contre notre société, contre nos lois, contre nos concitoyens, contre nos frères. Merci, Claude, dit Ariane. À ne jamais oublier le 29 janvier, comme tout le reste de l'année. C'est là que ça commence, de faire une fête avec cette date. Villeneuve a le même discours émotionnel infantile qu'Ariane. Qui est Claude Villeneuve? Président de l'aile jeunesse du PQ de 2005 à 2006. Ah! Rédacteur de discours au cabinet de la première ministre Pauline Marois. Directeur des opinions pour toutes les plateformes du Journal de Montréal et du Journal de Québec depuis septembre 2014. On va reparler de lui plus loin. On passe maintenant au 13 février. Tout un saut, hein? C'est que je saute toutes les publications qui ne concernent pas directement la politique. Ce n'est vraiment pas son sujet préféré. Ariane commente un article du Devoir. Le PQ laisse le champ libre à Québec solidaire. Oh, mon parti me rend bien fier par les temps qui courent. Lisez, bien sûr, tente une stratégie. Mais Ariane reste dans l'émotionnel, moraliste et infantile. Tellement fier de ce geste honorable et généreux. Ah! Si ce sont des amis, pourquoi cette division en deux parties alors? Le système politique en Occident est comparable à la course automobile. Tout comme cette compétition entre des fabricants de modèles de voitures, on parle en politique de course à la chefferie et de modèle d'idéologie politique. Les fabricants ont leurs écuries et leurs pilotes. Si les pilotes gagnent des courses, ils obtiennent des faveurs des commanditaires. En politique, on les appelle des lobbies. Les fans des écuries sont dans les gradins autour de la piste, tandis que la population générale supporte le bruit. C'est une compétition féroce dans laquelle on garde bien secret les développements technologiques avantageux. Or, quel pilote va laisser un autre gagner pour se vanter d'être généreux? Le pauvre Lisée se dit que s'il laisse passer devant lui celui derrière, ce dernier lui rendra la faveur au prochain virage. Par courtoisie. Hey, Lisée, c'est une course, pas un concours de bien-pensance. 14 février. Building a pipeline to your heart. C'est le NPD qui fait une publicité pour le pipeline albertain. Ariane n'est pas contente. How about no? 3 mots seulement. Elle pourrait pourtant parler du pétrole que le Québec importe du Royaume-Uni. Mais Ariane pense sûrement au serment de loyauté des ministres à Sa Majesté la Reine. 19 février. Les jeunes péquistes refusent de revenir à la charte des valeurs. Ah, Ariane dit, important, important. Encore une fois, ce n'est pas de la politique québécoise, mais des politiques internes au PQ. C'est la charte du PQ qu'on parle là. Ariane Caillé. Et on vient de battre l'application de la loi 101 au cégep aussi. Michael Saint-Louis, fâché, fait un commentaire.
Alors vous êtes contre l'enseignement obligatoire en français au cégep? Ariane lui répond. Si tu veux le dire comme ça, oui. Par contre, la proposition principale suggère des examens de français dans les cégeps anglophones et la possibilité de faire une session dans un cégep francophone, et vice-versa. C'est pas mal plus intéressant qu'une mesure qui tord le bras des jeunes. On est contre le fait d'empêcher les gens de prendre la décision d'étudier dans la langue qu'ils veulent, rendue au collégial. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Que l'influence politique sur ces jeunes ne vient pas du parti auquel ils appartiennent, mais vient des institutions d'enseignement qu'ils fréquentent. Ce sont ces institutions qui imposent les politiques aux partis, car ce sont elles qui forment la génération suivante de politiciens. C'est donc la même politique pour tous les partis. C'est pourquoi la seule chose qui compte pour les partis, c'est de gagner la course. Pour le compte de l'écurie, des commanditaires et des fans dans les gradins, qui, eux, ont la tâche de convaincre la population générale à tous les 4 ans. 23 février. Gabriel Nadeau-Dubois entre en politique. Alors, Gabriel, est-ce qu'on va au PQ? Si t'es jeune, c'est ta place. Pays. Ariane rêve de le voir entrer au PQ. On reste dans la politique intérieure des partis. 28 février. L'Université de Montréal accordera des subventions aux étudiants étrangers issus des pays visés par l'interdiction d'entrée aux États-Unis, pour leur permettre de participer à des conférences en Europe et ailleurs. Qu'est-ce qu'en dit Ariane? Voici un exemple de conséquences directes, ici même, des politiques rétrogrades de Donald Trump. Bravo à la FACUM et à l'Université de Montréal. On reste dans la politique étrangère encore. Ariane ne s'inquiète que pour les étrangers. Pourtant, 1er mars, même Facal évoque l'obsession de la course. Ariane. Parce que Joseph Facal pense sérieusement que les jeunes du PQ ne font de la politique que pour tasser les libéraux du pouvoir. Et encore, on reste dans la politique interne de parti. Mais cette fois, c'est précisément ce sujet que Joseph Facal aborde. Il reproche aux étudiants de ne s'occuper que de la course et pas de politique québécoise. Mais peut-on s'occuper de ce qu'on ne connaît même pas? Ariane répond à Facal. J'ajouterai que M. Facal se trompe drôlement dans son analyse, qu'il n'a repris que ce que les grands médias ont partagé, avant de mener à ses conclusions que les jeunes refusaient le retour à la charte de 2014 et la loi 101 au cégep, et qu'il restreint le débat sur la souveraineté à ces seules questions, alors que l'avenir du Québec est beaucoup plus complexe et nécessite qu'on le détaille sous tous ses angles, environnemental, économique, toutes. Mais non, hein, parce qu'on est jeunes péquistes, on devrait être plus agressif sur la charte et la langue que nos aînés. Genre, hein? Comment on en arrive à cette conclusion? L'international, les immigrants, les genres, l'environnement, l'égalité des sexes, le racisme systémique. C'est clair, les jeunes sont entièrement sous l'influence de l'extrême gauche universitaire qu'on devra renommer totalitaire. Et les partis politiques n'ont plus aucune prise sur ces jeunes. Ces jeunes sont conditionnés
à ne plus réfléchir localement. Le lapsus de Sainte Ariane parle de lui-même lorsqu'elle dit « Ils auraient intérêt à regarder leur nombril 2 secondes. » On leur met devant les yeux tous les problèmes du monde et toutes les solutions qu'ils ont la mission divine de leur apporter. Les problèmes sont ailleurs et eux, ces jeunes, sont privilégiés d'un monde meilleur, dont on leur dit qu'ils seront les ambassadeurs. C'est ainsi que ces jeunes, de ce qui se passe sous leur nez, ils n'en savent rien. 3 avril. Kate Ranada, un ambassadeur du Québec ignoré par les médias du Québec. Ariane, allez comprendre. Allez écouter ce qu'il fait, surtout. Un pauvre DJ a plus de succès en France qu'au Québec. Combien de DJs sont dans cette situation? Ariane ne le dit pas. Pourquoi lui alors? Il est noir. Les Québécois sont racistes. C'est ça? Mais la blanche Ariane n'est pas comme les autres blancs. Elle a un amour et une morale impeccables. Elle rêve de ce DJ noir qui voit son message et fond en larmes. Non, les Blancs ne sont pas tous méchants et racistes. Merci, bon Dieu, qui a Ayane. 18 avril. Un jeune libéral choisi pour affronter Gabriel Nadeau-Dubois d'Angouin. Commentaire d'Ariane. Quand un jeune décide de s'impliquer en politique, peu importe le parti, il ne faut pas le dénigrer, il faut l'encourager. Jonathan, on a eu nos différends à l'occasion là, mais je te souhaite sincèrement bonne chance dans cette aventure. Ça fait du bien de voir la jeunesse prendre l'avenir du Québec en main. L'amour d'Ariane n'a pas de limite. Son chef a beau avoir fait des faveurs à son rival Nadeau-Dubois. Elle souhaite bonne chance au rival libéral de Nadeau-Dubois. Elle va même jusqu'à déclarer que c'est dans le Parti libéral qu'on peut prendre l'avenir du Québec en main. Pourquoi Ariane s'inquiète tant que ce jeune libéral subisse un dénigrement? Parce qu'il est noir. Quel serait donc l'avenir de ces jeunes noirs si cette blanche pas comme les autres n'existait pas? C'est toute l'Afrique qui crie ton nom, Ariane. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud cacao. Chaud chocolat. 28 avril. Trump encore. 7 mai. Comité national des jeunes du PQ. Commentaire d'Ariane. Aujourd'hui, un peu plus de 2 mois après la fin de mon mandat au Comité national des jeunes du PQ, j'ai été élu président de l'exécutif régional du Parti québécois de Chaudière-Appalaches. Un grand défi. La confiance me touche. C'est la première fois que j'occuperai un poste non réservé aux jeunes. Mais certainement pas la dernière. Au travail pour les régions. Enfin, Ariane n'est plus une enfant. Sur papier, bien sûr. Enfin, peut-être de la politique locale. 21 mai. Québec solidaire rejette l'alliance avec le PQ. Oh! Pas un mot d'Ariane. Est-ce qu'elle pense que Nadeau-Dubois aurait pas apprécié qu'elle supporte le candidat libéral contre lui? Ben voyons donc,
Un noir. Nadeau Dubois est un progressiste, voyons. Le lendemain, elle trouve enfin le courage des mots. Commentaire d'Ariane. Hey, moi aussi, j'ai envie de vous parler de la décision que les membres de QS ont prise hier. D'abord, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai lu depuis. GND n'a pas passé ses maths, que QS reste dans ses chimères, QS préfère les libéraux et ils veulent briser le PQ, mais aussi des péquistes qui se font traiter de tous les noms, principalement de racistes, durant des instances solidaires comme en dehors. Ça vole pas haut, gang, de part et d'autre. Étonné? Non. Déçu? Oui. Probable que tout cela est illusoire depuis le début. Je suis de celles et de ceux qui, au PQ, ne veulent pas faire la guerre à QS. Et je continuerai à m'impliquer en ce sens comme plusieurs. On a la mauvaise foi facile. Je ne peux pas juger de la décision des membres de QS. C'est la leur. Mais elle est respectable. Ils ne prennent pas leur décision pour les libéraux. Et non, mais pour eux-mêmes, pour leurs idées, que ça plaise ou non. On pourra cependant juger le PQ et ses membres pour la façon dont ils réagiront et agiront à partir de maintenant. Faisons mentir tous ceux qui croient qu'il y aura un virage à droite, alors que notre chef nous assure tout le contraire depuis des mois. Faisons mentir tous ceux qui croient que nous ne savons pas où nous allons. Il est temps d'agir par nous-mêmes et d'offrir l'alternative progressiste et souverainiste aux libéraux. C'est notre rôle depuis le début. Il était temps qu'on le comprenne. Ça aura ça de bon. Pour Ariane, le PQ n'est pas encore assez progressiste. Il est encore trop raciste et donc pas assez pur pour QS. Pourquoi elle n'est pas chez QS? Parce qu'alors, elle n'aura plus personne à qui faire la morale. 28 mai. Élection d'Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur du Canada. La peur de la droite. Toujours aucune discussion sur la politique québécoise. Ariane et ses amis ne sortent pas de la politique partisane. Sauf si c'est à l'international ou si ça concerne les immigrants. 1er juin. Trump encore. 29 juillet. Ariane propose à ses amis des adresses pour plus d'actualité internationale. Oh, 21 août. La fameuse journée du 21 août 2017. La meute dans le garage. Ariane ne dit pas un mot sur les antifas et leur violence. Commentaire d'Ariane. Ouais ben, les filles qui se sont fait tatouer une patte de loup dans le bas du dos à 16 ans doivent commencer à le regretter. 21 septembre, international, le référendum inutile de Catalogne. 10 octobre, Catalogne encore. 22 octobre, ah, c'est Alice au Pays des Merveilles. Commentaire d'Ariane. Sexe et politique ont toujours été liés. Quand le pouvoir s'ajoute à l'équation, on ne parle toutefois plus de séduction, mais d'agression. Pour Ariane, le pouvoir n'est qu'un ajout au sexe et à la politique. 27 octobre.
Enfin un premier commentaire sur la politique québécoise. Elle défend le voile et elle ne voit pas l'urgence d'une laïcité. Même en politique québécoise, elle défend l'immigrant. Je vous laisse le lire. 27 novembre, retour à Trump. Quel petit être! 2 novembre, sur la violence sexuelle. 5 novembre, élection de Valérie Plante, la mairesse progressiste authentique. On reste dans les courses. Et enfin, mes amis, nous arrivons à la fin de ce conte merveilleux du parcours d'Ariane au sein du PQ. Et maintenant, à sa sélection par des manipulateurs de l'OTAN, en raison de son grand talent à se tenir loin de la politique québécoise. 20 décembre. C'est un plaisir de me joindre à 7 jours sur Terre, dans le cadre de ce nouveau projet de blog. Une grande fierté de faire partie d'une équipe de collaborateurs internationaux, aux horizons, champs d'études et d'intérêts variés. J'y retrouverai également mon ex-homologue libéral, Jonathan. Je prendrai les fêtes pour m'inspirer et je vous reviens en 2018. Bon, quel portrait peut-on faire? Le même que je vous ai présenté au tout début. Ils sont tous endoctrinés à se croire des missionnaires d'un Occident moralement supérieur dont la mission est de sauver le reste du monde en leur apportant leur grande sagesse morale chez eux et en accueillant chez nous ceux qui n'ont plus la force de vivre l'enfer là-bas. Maintenant, je vous présente les cours résumés du reste de l'équipe de 7 jours sur Terre de l'Université Laval. Rose-Hélène Beauséjour, une des membres fondatrices. Elle se penche sur ces phénomènes découlant des relations internationales, plus particulièrement les conflits mondiaux, les enjeux de l'immigration, mais surtout les gens qui sont les principaux acteurs de ces phénomènes. Charlotte Barry, s'intéressant à la politique, aux enjeux féministes, aux questions de genre, ainsi qu'à l'éducation. Charlotte est également coordonnatrice de la FEMUL, l'Association des féministes en mouvement de l'Université Laval. Ah ben tiens donc, quelle coïncidence! C'est le groupe féministe vers lequel Alexandre Bissonnette avait un lien j'aime sur son compte Facebook. Marc-André Bouvette, président du Comité national des jeunes du Parti québécois, le remplaçant d'Ariane. J'ai donc fait une petite recherche sur lui. Parmi ses amis Facebook, on retrouve Simon-Pierre Safard-Tremblay, le meilleur ami du meilleur ami d'Alexandre Bissonnette, ainsi que Jérôme Blanchet-Gravel, un des collaborateurs avec Savard-Tremblay de production de propagande anti-islamiste qui a servi à radicaliser Alexandre Bissonnette. On retrouve aussi dans sa liste d'amis le directeur de cette entreprise de radicalisation, Éric Yakov de Broise. Amandine Laneval. Les inégalités de genre, la violence basée sur le genre, la cause des réfugiés, l'éthique du développement international, ainsi que l'aide humanitaire. Jonathan Marleau, le petit doigt d'Ariane. En plus d'avoir fondé et présidé le Jeune Conseil de Québec, il a également été à la tête de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec, qui,
sous sa présidence, a pris position sur des enjeux tels que l'économie collaborative et le racisme systémique. Président des jeunes libéraux du Parti libéral du Québec, Jonathan est un leader polyvalent et un véritable acteur de changement. C'est le petit noir d'Ariane, promoteur du racisme systémique contre les Québécois. On le voit ici avec Kathleen Well, une collaboratrice de la campagne de radicalisation dirigée par Éric Yakov Debroise et Jérôme Blanchet-Gravel, par l'entremise de sa collaboratrice séfarade, Sonia Sarah Lipsick. Simon Pagé de Varennes, un des membres fondateurs. En participant activement à 7 jours sur Terre, Simon souhaite améliorer l'offre des nouvelles internationales pour le public québécois. C'est le commentateur. Kevin Paquette. Kevin est président de la commission de la relève de la Coalition Avenir Québec. Parti québécois, Parti libéral et la CAQ. Pas besoin de Québec solidaire. Ariane est là. Alors, Ariane accepte de collaborer dans des projets avec la droite. Comment ça? Ben, en fait, notre sainte Ariane a aussi les mêmes amis qui ont radicalisé Alexandre Bissonnette. Comment elle a dit ça déjà? Il ferait mieux de se regarder le nombril. Voyons maintenant les 3 chaperons de ces anges progressistes. Ce sont tous des étrangers. Éric Sandal, chef des opérations de l'OTAN pendant les invasions du Balkan, en Libye et en Irak. Faut que je te répète, Todor? Jonathan Wade, vétéran de l'Afghanistan au sein des forces armées canadiennes, comme les chefs de la meute. Hein, Todor? Jonathan est aujourd'hui blogueur au Conflict Observer et nouvellement analyste média pour le Centre sur la sécurité internationale, CSI. Il se spécialise sur la sécurité internationale, avec un accent sur le Canada et la Russie, et effectue actuellement un certificat en études russes à l'Université Laval. Marie Robin, effectuant présentement un Master de Human Rights and Humanitarian Action, des humanitaires comme Sainte-Ariane. À Sciences Po Paris, Marie est également assistante de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, IRSME, ainsi qu'au Center for War Studies à Odense, au Danemark. Ses recherches portent principalement sur la place des discours émotifs dans la conduite de la guerre et la construction de normes. Ariane va adorer! Marie porte un regard sur les actualités stratégiques, principalement dans le monde arabe. Bon, maintenant, je peux vous dévoiler le cœur du réseau de propagande anti-islam qui a servi à radicaliser le discours politique au Québec à des fins électoralistes et qui est donc en grande partie responsable de la radicalisation d'Alexandre Bissonnette. Voici donc les amis de Sainte-Ariane et de l'équipe 7 jours sur Terre. Alexandre Bissonnette a été introduit dans le réseau de radicalisation par son meilleur ami
et même pratiquement son seul ami, Pascal Mercier-Lévesque. Ce Pascal Mercier-Lévesque est lui-même le meilleur ami du blogueur du Journal de Montréal, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Et ces deux amis sont amis et collaborateurs d'Éric Yaakov Debroise, qui est proche des organisations israéliennes spécialisées dans la propagande et la manipulation d'opinion. C'est Éric Debroise qui a organisé les marches anti-voile pour la Charte des valeurs du Parti québécois, ainsi que les manifestations anti-voile islamistes des Jeannettes. On comprend que Sainte-Ariane et ses amis sont pas très chauds à l'idée d'un retour de la Charte. C'est bien sûr le bon ami de Sainte-Ariane, Claude Villeneuve, qui en écrivait les discours. Mais c'est aussi Éric Debroise, avec le concours des organisations juives séfarades et même l'appui de la ministre juive de l'Immigration, Kathleen Whale, qui a été le directeur des publications de radicalisation anti-islam, qui ont influencé des milliers de Québécois comme Bissonnette. Ce serait trop long de faire le tour de tous ces livres et pamphlets anti-musulmans produits par l'équipe d'Éric Yaakov Debroise. On va se contenter sur l'ouvrage le plus important, car il est une collaboration de plusieurs auteurs, sous la direction de Debroise et Jérôme Blanchet-Gravel, et qu'il est celui qui donnera le ton et l'idéologie qui sera appliquée à tous les suivants. Son titre est simplement « L'islamophobie ». Pourquoi avoir produit un livre qui réunit les plus importants militants contre l'islam sous la direction de deux personnes? Pour pouvoir bien sûr unifier le message principal, c'est-à-dire imposer le discours commun. Ces auteurs auraient produit des conclusions différentes, car auraient trouvé des sources différentes. Il fallait donc éviter la recherche de sources sur l'essentiel du discours. C'est ce que Yaakov Debroise a fait. Nous allons donc regarder ensemble le discours imposé par Debroise sur les fondements de l'islamophobie. Voici ce qu'il dit. L'islamophobie n'existe pas. Depuis plus de 15 ans, les partisans de l'islamophobie sermonnent, claironnent et martèlent dans les médias l'existence de ce phénomène sans être capable de le qualifier ou même le clarifier. Dans l'ouvrage « L'islamophobie », le professeur d'université Claude Simard démontre preuve à l'appui la quasi-inexistence du terme avant le 11 septembre. N'y avait-il donc pas d'islamophobie avant l'attaque des Twin Towers en Occident? Tout aussi improbable qu'impossible. L'accusation d'islamophobie est une paresse intellectuelle. Elle ne permet pas de débusquer les mécanismes négatifs qui affectent une communauté plutôt qu'une autre. Pire, dans notre étude, la construction de l'islamité et l'intégration sociale des musulmans, selon la perspective des leaders musulmans au Québec. Le sociologue considère que l'islamophobie est devenue le porte-étendard des lobbies religieux et pour les politiques. Elle est devenue la quête des votes d'une communauté musulmane considérée comme monolithique. Comme tout concept nouveau, l'islamophobie prête à controverse. Fin de citation. Donc, si on résume le discours de fond de ce livre collectif sur l'islamophobie, 1. Le terme islamophobie
n'existe pas avant le 11 septembre 2001. 2. Il est inventé et utilisé après le 11 septembre 2001 par les leaders musulmans comme porte-étendard de leurs lobbies, comme moyen de pression sur les politiques. Et 3. Un concept nouveau par les leaders islamistes. Bon. Débutons par le point 1. Le terme islamophobie n'existe pas avant le 11 septembre 2001. Les sources d'informations sur ce sujet sont énormes et très riches. Quelques clics sur Internet et on obtient tout. À moins bien sûr qu'on a un directeur qui nous dit avoir déjà ces infos. Et qu'il est inutile de chercher, n'est-ce pas? Le terme islamophobie existe depuis autour 1923. Il apparaît au milieu des conflits entre l'impérialisme britannique et les régions conquises de l'Empire ottoman. Le terme est utilisé exclusivement par les spécialistes des études sociales dans leurs rapports. Il n'est donc pas connu dans l'ensemble de la population. Mais il existe. C'est en 1996 que le terme devient un mot commun, utilisé par l'ensemble de la population, grâce à un rapport qui fut publié par les grands médias au Royaume-Uni. Et donc, l'affirmation que ce terme n'existe pas avant le 11 septembre 2001 et que donc cet événement en serait la cause est faux. Le terme devient commun 5 ans plus tôt. Ce qui nous amène au point 2. 2. Il est inventé et utilisé après le 11 septembre 2001 par les leaders musulmans comme porte-étendard de leurs lobbies, comme moyen de pression sur les politiques. Faux! C'est en 1968 que le Royaume-Uni se prépare à adopter le multiculturalisme et à l'imposer à l'ensemble des pays de son Commonwealth, dont le Canada, bien sûr. Vous pouvez consulter mes vidéos sur ce sujet, si ce n'est pas déjà fait. Pierre Elliott Trudeau l'impose la même année. Le Royaume-Uni demande donc à ses spécialistes propagandistes de préparer des programmes pour coordonner les rapports entre les chefs des races et l'État du Royaume. Rappelons qu'à cette époque, la population musulmane au Royaume-Uni n'était pas nombreuse et peu organisée. C'est la communauté juive qui se sentit en danger et trouva une main tendue chez la gauche socialiste. Un organisme de propagande ou think tank fut créé afin d'assurer que les intérêts des organisations juives soient bien représentés dans les études qui seront produites. Cet organisme est le Runnymede Trust. Runnymede fait référence à la Magna Carta, la Grande Charte, qui protégeait les droits des églises, entre autres, et qui fut signée en 1215 par le roi Jean. C'est donc une charte anti-laïcité. On comprend donc ce choix de nom de cet organisme. Les rapports de cet organisme sont facilement disponibles sur le net, depuis longtemps. Les deux directeurs fondateurs sont Jim Rose et Anthony Lester, des Juifs bien sûr. Elliot Joseph Ben Rose, Jim, est un officier des services secrets de la Royal Air Force, devenu journaliste bien sûr
chez Reuters. Anthony Lester est un avocat et politicien d'extrême gauche, membre de la Fabian Society, créée par les mêmes fondateurs de la Ligue des Nations, dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Dès le départ, le Runnymede Trust fait des campagnes pour l'égalité entre les races et propose des lois contre les discriminations religieuses, bien sûr. Les mêmes rengaines insipides qu'on a aujourd'hui. Ils n'étaient pas encore dans les niaiseries de genre à l'époque. Ils s'appelaient encore Monsieur et Madame. L'Église anglicane doit donc devenir une Église comme les autres. De 1968 à 1992, les tensions montent entre les communautés. Et la Runnymede Trust met alors sur pied un comité spécial pour examiner l'antisémitisme au Royaume-Uni. Leur étude est publiée dans tous les médias en 1994 et s'intitule « Persistance et danger de l'antisémitisme ». En 1997, grâce au multiculturalisme, la communauté musulmane devient plus importante et surtout plus organisée pour faire face à ce multiculturalisme qui met les communautés en compétition. Le Runnymede Trust a bien compris que cette immigration islamiste deviendra une force électorale puissante et que mieux vaut s'allier avec cette force que de s'en faire un ennemi. Le Runnymede Trust crée donc la Commission sur les musulmans britanniques et l'islamophobie, avec le sous-titre « L'islamophobie, un défi pour nous tous ». La justification de l'utilisation de ce mot par ces directeurs juifs fut « La discrimination contre les musulmans a pris tant d'ampleur depuis les dernières années qu'un nouveau mot dans notre vocabulaire est nécessaire. » Ce qui nous mène au dernier point du juif Yaakov de Broise. 3. Un concept nouveau par les leaders islamistes. Ha, ha, ha! Faudrait être naïf comme une sainte Ariane pour croire que Éric Yaakov de Broise et la juive Kathleen Whale ne connaissent pas le Runnymede Trust. Même chose pour les leaders des communautés musulmanes. Ça prend 5 minutes pour s'informer sur l'origine et l'utilisation du mot islamophobie. Le réseau de radicalisation des leaders juifs, en collaboration avec les leaders musulmans au Québec, sont donc responsables de la radicalisation d'Alexandre Bissonnette et d'une grande partie des jeunes Québécois. Ceci inclut bien sûr la péteuse plus haut que le trou Sainte Ariane, qui dans sa liste d'amis a une bonne partie des membres de ce réseau de radicalisation. On y retrouve Simon-Pierre Savard-Tremblay, le blogueur du chef du PQ, PKP. Sa tâche était de faire la promotion du livre auprès des groupes de patriotes de droite identitaire par le truchement de son organisation Génération nationale. On y retrouve les 2 directeurs de l'ouvrage collectif, Éric Yaakov de Broise et Jérôme Blanchet-Gravel, qui étaient aussi les 2 directeurs d'Aventis Conseil, auxquels Kathleen Whale collaborait. Aventis Conseil, c'était quoi?
Ces 3 moineaux avaient figuré de pouvoir faire fortune en offrant un service de gestion des problèmes de radicalisation qu'ils allaient en fait eux-mêmes provoquer. Ils vont créer le problème, puis offrir le service de le régler. Service payant, bien sûr. Kathleen Whale, ministre de l'Immigration du PLQ, de son côté, utilisait l'argent public pour radicaliser les musulmans, avec des pamphlets publiés et distribués seulement aux immigrants. En voici un bon exemple. On y retrouve toutes les organisations racistes, composées d'immigrants sélectionnés par la ministre Whale. Ils sont regroupés en race, en religion ou en nationalité. Ils sont bien sûr subventionnés par la ministre Whale et par des pseudo-fondations de charité créées par des familles protestantes et juives qui ont fait fortune sur le dos des Québécois après la conquête. Ces centaines de groupes racistes et religieux subventionnés forment la base électorale permanente du Parti libéral, qui assure ainsi juste assez de votes pour se faire réélire aux 4 ans. Prenons un exemple. Le Black Theatre Workshop, à Montréal, bien sûr. Vous voulez le nom en français? Oh, désolé, il n'y en a pas. Toute leur promotion, site web, subventionné par l'État québécois, unilingue anglais. Durant son mandat de ministre juive de l'immigration, Kathleen Whale a fait entrer une majorité d'immigrants anglais. Devant la grogne des Québécois et les sondages, le premier ministre Couillard a retiré Whale à l'immigration pour lui créer un poste sur mesure nommé ministre responsable des relations avec les Québécois de langue anglaise. Ainsi, il peut s'occuper de près des groupes racistes et religieux anglophones qu'elle a créés à Montréal en vue des élections d'octobre. Vous voulez faire du théâtre au Black Theatre Workshop? Désolé, faut être noir. C'est un théâtre qui pratique le racisme systémique. Un racisme systémique subventionné par l'État libéral. La termitus ne manquait aucune représentation. Oh, mais regardez, il y a une exception. Elle est blanche, celle-là. Sophie El Assad. Ah ben non, elle est immigrante d'un pays d'Afrique. Et certainement musulmane. Une exception. Ah, une autre blanche. Sûrement d'un pays africain, elle aussi. Michelle Soicher. Elle n'est pas immigrante. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Après une petite recherche, c'est dans un article de l'Université Concordia qu'on trouve la réponse. En avril 2014, Michelle Soicher fut l'organisatrice d'une marche financée par les organisations juives dont le but était de faire la promotion du comportement exemplaire d'Israël envers les minorités sexuelles. Encore ici, les organisations juives travaillent à la division du Québec en factions distinctes, sur base de race, religion ou identité sexuelle. Or, la marche fut annulée au beau milieu de la rue, lorsque tout ce beau monde s'aperçut que les réseaux sociaux s'enflammaient par des minorités sexuelles qui dénonçaient l'hypocrisie d'Israël, qui utilise cette technique pour se donner une fausse image et détourner l'attention de ses véritables politiques racistes. Et donc, qu'est-ce que cette blanche juive raciste fait au milieu de ce théâtre réservé aux Noirs? Elle est simplement une agente de Kathleen Whale qui surveille le comportement de ces Noirs
anglophones, exportés ici d'Israël, qui n'en veulent pas, et qui doivent voter Parti libéral et lécher les bottes des organisations juives s'ils veulent continuer à recevoir leurs subventions. Comme le Runnymede Trust au Royaume-Uni, ce sont les organisations juives qui ont mandat de gérer l'invasion multiculturelle en Occident. Ne croyez surtout pas que ça ne concerne que le PLQ. Le PQ a sa Kathleen Well aussi. Elle s'appelle Evelyn Abitbol et elle surveille tous les pas de Jean-François Lisée. Le but est de détruire les institutions de la nation québécoise en leur imposant des règles de diversité dans l'emploi, c'est-à-dire obliger un quota d'embauche basé sur la race, religion, sexe, comme vous le voyez ici au CHU de Québec et que vous verrez chez toutes nos institutions. Tandis que les institutions des immigrants, même publiques, ne se voient pas imposer ces règles et embauchent sans problème sur la base de la race, religion ou sexe. Ils ont même leurs propres centres locaux de recherche d'emploi réservés à leur race. Tandis qu'un centre d'emploi pour les Québécois de souche serait attaqué par des manifestations organisées par les institutions juives au service d'Ottawa. Autrement dit, les groupes immigrants sont encouragés, la nation québécoise réprimée. C'est un génocide progressif. Un génocide progressiste. Québec solidaire y est complètement soumis. En passant, Sainte-Ariane, tu as aussi Gabriel Nadeau-Dubois dans ta liste d'amis. Il est aussi dans la petite liste des auteurs de la petite maison d'édition qui a publié cette propagande collective de radicalisation. Alors, mes chers compatriotes québécois, on se laisse mourir? Ou on se rassemble, puis on leur en fait voir de toutes les couleurs? Moi, je débute dès maintenant. Moi, Georges Tremblay, aussi appelé Guy George, j'accuse le premier ministre Philippe Couillard d'avoir entretenu le réseau de radicalisation qui est responsable de la radicalisation d'Alexandre Bissonnette, qui souffrait de problèmes mentaux, ainsi que d'avoir ensuite tenté de mettre le blâme sur l'ensemble des membres de la nation québécoise. J'accuse aussi l'ensemble des organisations juives et islamistes qui ont ainsi été toutes complices et donc responsables de l'endoctrinement d'Alexandre Bissonnette. Non, ce n'est pas Alexandre Bissonnette qui devrait être en prison. C'est vous, Philippe Couillard.